je crois qu'on, Dominique, on peut donner la parole à un autre exemple de mutualisation de la problématique par une société savante nationale. Et donc, un autre stimulus qui vient de la coordination venant d'une société savante. Et donc, la société de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, Tout à fait. qui, avec sous l'égide de Jean-Marc Best avant, et avec notre collègue Benjamin Beauté, est un exemple également peut-être de réflexion sur la mutualisation des efforts, à la fois organisationnels, financiers, euh, transversaux avec les industriels, etc. Voilà. Merci de nous expliquer ça. 10 minutes. Merci. Je vais essayer de faire court. Je vais sauter un petit peu mon introduction parce qu'il y a des redites un petit peu avec les précédents orateurs. Cher maître, chers membres de l'Académie, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous parler de notre modèle d'organisation disciplinaire de prise en charge de la formation pratique en chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Bon, je vais faire bref sur l'histoire de la formation en chirurgie et pour vous dire que la formation se basait essentiellement sur de l'observation, sur de l'écoute, de la transmission orale. On est passé avec Alstedt à un modèle un peu plus progressif du See One, Do One, Teach One, de l'observation, de la pratique et de la transmission. C'est le modèle du compagnonnage. C'est lui qui a créé dans son hôpital l'internat, le clinica, et donc il a mis en place un parcours pour ses étudiants sans forcément qu'il y ait d'évaluation de leurs compétences. Au fur et à mesure des années, on a ce modèle pédagogique qui évolue, où on met toujours un apprentissage progressif, à la fois des connaissances, des compétences et de la performance, où on associe à chaque niveau une évaluation spécifique, qui est assez pertinente et fréquente en chirurgie, c'est l'utilisation des OSAT pour l'évaluation des techniques, des gestes techniques pour les internes de chirurgie. En France, je vais faire une redite avec ce qui a déjà été dit, hein, on a eu une réforme en 2017 du troisième cycle qui découpe l'internat en trois phases avec des acquisitions de connaissances et de compétences qui sont propres à chaque phase. Et pareil pour le côté chirurgie, l'acquisition de certains gestes techniques propres à chaque phase. Les problématiques, les problématiques actuelles, ben, redite aussi la réduction du temps de travail qui diminue le temps au bloc opératoire, mais qui est aussi à la fois une sécurité pour les apprenants, mais aussi pour les patients, la lourdeur des tâches administratives qui est très pesant, la réglementation de l'HAS qui prône depuis 2012 jamais la première fois sur un patient, une demande sociétale d'amélioration de la qualité de vie, des exigences économiques au sein des hôpitaux, avec la problématique du programme, des programmes opératoires, la pression pour respecter les créneaux, les plages opératoires, ce qui va aussi avec la réduction du personnel disponible au bloc opératoire, que ce soit médical ou paramédical, des développements technologiques pour de la chirurgie mini-invasive, chirurgie vidéo, robotique, la prise des procédures endovasculaires complexes, une discipline qui s'hyper spécialise de plus en plus, et puis un accès de ces innovations technologiques qui est pas forcément homogène à travers tout le territoire. C'est de là que la simulation est apparue comme un outil qui permettrait de passer outre certaines de ces contraintes et de pouvoir apporter, d'améliorer la formation des internes. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Chapel Hill aux États-Unis et de rencontrer Richard Fein, qui a été un des premiers à avoir mis en place un bootcamp en chirurgie cardio-thoracique dans les années 2000. Et on voit que cette approche, ça renforce l'intérêt pour les écoles de chirurgie et les centres de simulation pour favoriser la transmission des compétences et des connaissances. Vous voyez que sur la photographie en bas à droite, on est sur un atelier de lobectomie par thoracotomie et on a des chirurgiens à la retraite qui accompagnent de jeunes apprenants au bootcamp.
On passe du laboratoire d'anatomie à des centres de simulation, un modèle qui devient complexe. On a des outils de simulation très divers. On peut faire de la basse haute fidélité, de la basse et haute technicité. On a des types de formation qui sont très diverses et variées, avec de la multidisciplinarité, de l'interprofessionnalité. On fait de la formation initiale, formation continue. Donc, on complexifie la prise en charge. Le concept du bootcamp, c'est donc un séminaire de simulation dans un environnement dédié, donc non stressant. On s'éloigne de cet environnement du bloc opératoire où on est contraint par les créneaux, les plages opératoires, la liste de patients qui s'allonge depuis la pandémie de Covid. On est dans un environnement qui est éloigné de cet environnement stressant. La simulation, on peut entraîner les étudiants sur des gestes de base, des procédures de A à Z, telles que la lobectomie. On peut aussi former sur les facteurs humains, ce qui est souvent plus difficile de le faire au sein du bloc opératoire. On fait ça dans un centre de simulation, un centre dédié qui est aussi équipé avec du matériel de simulation, des appareils qui coûtent très cher. Ça demande quand même beaucoup de logistique. On peut concentrer des étudiants et d'enseignants qui ont un emploi du temps qui est dédié à la formation avec un temps d'échange. Et tout ça n'est possible que si on a défini en amont des objectifs pédagogiques clairs. Alors l'organisation, comment est organisé le parcours de chirurgie cardio-thoracique? Donc, je vais faire aussi des redites. Tout ça est organisé par le bureau du collège de la société, qui est une entité à part entière de la SFCT-CV, qui a pour mission donc de s'assurer de l'acquisition des connaissances pour les étudiants du DES. Ils fournissent les cours sur l'UNES. Ils établissent le programme pour les séminaires régionaux, ainsi que les DU et les DIU qui sont obligatoires ou pas. Ils établissent le cursus de formation avec des ateliers durant ces séminaires régionaux. Ils veillent à ce que la formation pratique soit progressive au sein des différentes programmes de simulation. Ils s'assurent aussi de l'acquisition des compétences techniques via le modèle classique et traditionnel du compagnonnage chirurgical et vérifient que les terrains de stage soient en accord avec les exigences du collège et que les maquettes du DES soient respectées. L'objectif, in fine, c'est d'avoir un chirurgien mature et autonome chirurgicalement, qui a une démarche de qualité, qui participe au remplissage des bases de données et qui va pouvoir passer à la fin de son DES l'examen du collège. Donc le cursus est une copie conforme de la réforme du troisième cycle, en 6 ans, on finit par 2 années de docteur junior, et puis après il y a 2 ou 4 ans de post-DES. Le cursus de formation pratique, qui est un cursus, donc, comme je vous le disais, progressif. On commence au début avec des ateliers pratiques durant les séminaires régionaux. On a la possibilité pour les étudiants de participer une première fois au SimLife à Poitiers. Pour les étudiants qui sont en phase d'approfondissement, le passage obligé par le bootcamp, c'est obligatoire pour tous les étudiants. En fin de phase d'approfondissement, s'ils n'ont pas respecté les quotas obligatoires, les étudiants doivent passer un rattrapage sur les ateliers pratiques. Et puis, docteur junior, ils ont la possibilité de retourner au SimLife de manière avec un programme qui est plus avancé pour eux. Et les fins de docteur junior et les assistants et chefs de clinique ont la possibilité de faire le RATS Tour. Je vous expliquerai sur une diapo ce que c'est. Et donc, dans ces cas-là, ils reviennent une nouvelle fois au bootcamp, à la fois en tant que formateur, mais aussi en tant qu'apprenant sur, pareil, un programme avancé. Et chef de clinique et assistant participent aussi en tant que formateur aux ateliers des séminaires régionaux. Donc, le SimLife, c'est aussi un bootcamp de 2 jours qui utilise un modèle donc, de haute fidélité qui a un corps, un sujet anatomique revascularisé avec une journée dédiée à la thoracique et une journée dédiée à la chirurgie cardiaque. Les plus jeunes qui participent au SimLife font une lobectomie par thoracotomie et ceux qui sont un peu plus avancés ont la possibilité de réaliser soit une lobectomie vidéo ou robot assisté.
Le bootcamp de chirurgie cardio-thoracique qui en est à sa cinquième édition, là en décembre 2024, qui a aussi un séminaire de 2 jours avec pour l'apprentissage de techniques fondamentales et aussi avancées en chirurgie cardio-thoracique. Le programme se compose de 4 modules qui est obligatoire pour l'ensemble des étudiants, même si certains ont plus ou moins une appétence pour une ou deux une des disciplines de la spécialité. Donc, ils ont un module commun, un module cœur, un module poumon, un module non technique avec des facteurs humains et de la relation soins patient-médecin. Et puis, le programme, c'est pour les docteurs juniors et assistants chefs de clinique sur la lobectomie sur sujet animal. Alors, vous allez voir, hein, cette organisation du bootcamp est très complexe. Il faut remplir tous les ateliers avec un certain nombre d'étudiants. On est souvent limité par le nombre de simulateurs qui est disponible. Il faut respecter l'apprentissage progressif. On ne fait pas de la lobectomie robot virtuelle sans avoir fait les basic skills en robotique. Il faut bien sûr respecter le timing au pied de la lettre. Et puis, il faut pouvoir intégrer pour les étudiants ainsi que pour les enseignants des temps de pause pour qu'ils puissent circuler entre les différents ateliers. Donc, je voudrais remercier la direction et le collège de la SFCTCV ainsi que le Medical Training Center. Et puis, mesdames Boutet, Giraud et Janin qui sont responsables de cette organisation et de ce planning qu'elles appellent le Tetris. Une image pour vous présenter un atelier. Vous voyez que c'est la lobectomie robotique virtuelle, 2 simulateurs, 2 étudiants et 2 formateurs. On essaye le plus possible d'avoir un apprenant par formateur pour favoriser l'échange et la transmission. L'atelier facteur humain est un petit peu différent dans sa conception. On a 4 étudiants qui sont avec plusieurs formateurs, dont des spécialistes en gestion de crise. Le RATS Tour, une des dernière formation est un tour de France en chirurgie robotique dans 6 centres experts français. Il permet des étudiants de se former auprès de ces 6 centres. Il est régi par un cadre précis. Il est nécessaire d'avoir des prérequis, d'être robotique assisted thoracoscopic surgery. C'est la chirurgie robotique. Avant, il existait le VATS Tour, mais comme on passe de plus en plus sur la chirurgie robotique, le VATS Tour s'est terminé, donc on est passé sur le RATS Tour. Donc ça, on est aussi soutenu par la société Intuitive pour ce Tour de France. Donc, il faut que ce soit des femmes docteurs juniors ou des assistants qui ont un accès au simulateur de robotique et que s'ils ne l'ont pas déjà, il y ait un projet d'avoir des plages opératoires robotiques à court terme. À la fin de cette formation, ils doivent avoir écrit un mémoire et réalisé une procédure en chirurgie robotique. Alors, les limites de cette simulation en chirurgie, c'est qu'elle demande énormément de ressources humaines, avec beaucoup de temps enseignant. Il faut des plateformes dédiées, des centres dédiés et puis des professionnels qui sont spécialisés dans la formation en simulation. Et aussi, il faut beaucoup de personnel support qui nous permettent de nous aider énormément dans tout ce qui est logistique et organisation de ces séminaires. Ça a un coût, ces formations. Donc, on ne pourrait pas se passer des partenaires industriels pour pouvoir réaliser ces séminaires de simulation. Et puis, des fois, il est difficile de prouver le rendement pédagogique de ces simulations. Je terminerai par cette phrase de mon patron. Tout est question de modèle, de structure, de technologie, de culture et d'argent, mais aussi de passion et de temps. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour cet exemple d'organisation aussi complexe. On a vu le Tetris. On pense que probablement l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer l'organisation. Est-ce qu'il y a des... Alors, on voit qu'il y a des modèles assez différents et des besoins assez différents aussi entre les spécialités. C'est ça qui est important. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Benjamin? Tu as résolu tous les problèmes. Non, non. Non, quand vous dites qu'intuitive aide, comment intuitive aide? En gros, il passe par le collège. En faisant des dons au collège.
et à la société. Et en fait, c'est la société qui prend en charge les étudiants. Pour moi, ça reste un problème, ça rejoint ce que disait Hervé tout à l'heure. Je peux dire que les laboratoires n'ont pas lieu de financer de manière directe ou indirecte les E3C, les formations des E3C. Si à un moment donné, je ne sais pas quelle instance, la Cour des comptes, etc., regarde bien ce qui se passe dans des modèles, et qu'on s'aperçoit quand même que quelque part, l'argent d'intuitif, même par ce fonds de dotation que je connais un peu, a financé la formation initiale des étudiants, n'y a-t-il pas un problème sur un plan purement réglementaire? C'est une conversation ouverte, hein, c'est pas du tout. Le problème, c'est qu'on pourrait, on pourrait rien faire. Ça coûte tellement cher, l'achat des simulateurs, l'entretien des simulateurs. Et en plus, quand on a un nouveau simulateur, il faut que le simulateur, en plus, le partager avec d'autres spécialités. C'est de l'investissement. Et tout ça, mais tout ça, c'est de... C'est pas ça dont je te parle, ça je comprends très bien. Mais le rat-dessous, les étudiants se déplacent sur un site dans un hôpital pour aller faire de la vidéo. Là, il n'y a pas de signe. Le centre a déjà contractualisé pour avoir un outil ou autre chose. Et le truc est payé. Là, ce dont on parle, c'est aider les internes à financer leur déplacement et leur hébergement. Le déplacement est pris en charge. N'est pas pris en charge. Je saurais pas dire exactement, je crois qu'ils ont l'hébergement, mais le déplacement est à la charge des études pour le Radstone. L'hébergement par qui? Par la société. Fonds de dotation. Mais oui, mais on pourrait rien faire, rien n'aurait pu être possible sans eux. Et je suis sensible à la remarque de Pierre, et j'ai pas entendu tout à l'heure qu'en fait, le collège peut servir de machine à blanchiment d'argent. Le problème, c'est que on incite les étudiants dès le départ à ne pas subir. C'est-à-dire qu'en chirurgie, c'est important, c'est de suivre un bien de détail. Et là, on leur dit, on va se débrouiller. Et il y a un arrangement qui était via les collèges. Je crois que ça avait fait une clarification sur les conditions et les vérifications concernant les dispositifs médicaux qui sont très différents. Là, de toute façon, les industriels ne restent jamais seuls avec les étudiants. Il y a toujours un enseignant. Il y a toujours la marque du robot. Oui, d'une certaine manière, on a dit Striker, on a dit Intuitive Surf. Donc, il y a toujours l'idée d'un conflit d'intérêts potentiel. Et peut-être un peu plus familier dans l'expression le beurre et l'argent du beurre. Quand on a entendu Andrew nous parler du coût des formations aux États-Unis, les étudiants payent, mais ils s'endettent. Et parfois, ils ont du mal à rembourser les études, et ils ne vont pas jusqu'au bout, et ils ont des échecs dans leur formation. Donc, en France, là, on a besoin d'argent. On ne pourra pas. Rien n'est jamais totalement gratuit. Donc, il faut trouver des sources d'argent qui soient moralisées pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais il y a quand même une évidence. Et ces outils-là, on ne va pas réinventer Intuitive Surgical. Quand tu travailles sur le robot en France, et la plupart des robots s'appellent Intuitive Surgical. Donc, si la réalité de terrain, tu vas être confronté à Intuitive. Et donc, il faut bien former les collègues sur ces outils-là. Ça va pas acheter pour autant. Je me souviens que Olivier Faure, quand il a écrit son rapport, de la réforme des études, elle avait été faite pour les médecins et qu'il y avait toute une composante chirurgicale qui n'avait pas vraiment été prise en compte. Là, je parle sous son contrôle. Et d'autre part, c'est vrai, on a dit que les industriels ne venaient pas financer les internes, les chefs. Ça va dans le bon sens. C'est vrai que ça permet de garder de l'indépendance. On l'a remplacé par quoi? Par quel argent? Par quel budget? Parce que le problème persiste. Il faut former et ça coûte. Et donc, moi, je trouve que le modèle des chirurgiens thoraciques, à partir du moment où c'est le collège qui fait les modules, qui dit ils vont se former comme ci, comme ça, comme ci, voilà. Il se trouve que là, on a l'expression d'Amassi étant en situation de monopole. Il y a plein d'autres techniques, il y a des industriels qui ne sont pas en situation de monopole, sur lesquels on peut. Mais de toute façon, moi j'ai connu le début de la CBA. J'ai été très aidé par GLJ et j'ai passé mon temps à utiliser du Medtronic parce que je trouvais que Medtronic avait un meilleur matériel. Alors que GLJ, c'est vrai, c'est très simple. Il y a beaucoup formé, il y a beaucoup formé. Mais quand il y a des situations comme ça,
je ne sais pas comment, quand la CIO est arrivée, s'il n'y avait pas des industriels, on se serait aussi bien et aussi vite formé. Mais par contre, le séminaire à Clermont-Ferrand pour aller apprendre dans les pays de CIO, ça, on se l'est payé tout seul. Par contre, quand il a fallu aller voir les porteurs en Belgique et en Hongrie et tout ça, ça c'était. Ce sujet est le même, par exemple, en cardiologie interventionnelle. Si tu veux t'entraîner sur les remplacements des TAVI, tu es obligé de passer par les cathéters, etc., qui ont tous des marques. On ne les enlève pas, on ne peut pas. Donc, d'une certaine manière, on contribue à faire connaître ces matériels et les marques. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. On n'est pas opposé à ça, c'est une principe de la vie. Regarde par exemple, quand les sociétés, les industriels se déplacent sur les lieux de congrès, il y a tout un tas de programmes simulés à l'attention des internes qu'on organise sur les lieux de congrès. Mais les internes, de toute façon, se payent leur inscription, leur déplacement, leur frais d'hébergement, complètement de manière indépendante. En revanche, sur le lieu de congrès, ils bénéficient. Et ça me va très bien. Mais en plus, il y a une certaine, je dirais, compétitivité entre les différents. Enfin, moi, je ne suis pas trop branchiste, mais on voit bien sur les confédérations, la dynamique, ça rejoint Hervé. Là, il y a un marché. La neurochirurgie crânienne, c'est un marché de l'industrie. La diapo que j'ai montré, une type, et là, avec un écran disséqué, avec un exoscope, etc. Ça ne peut se faire que sur la congrès. Et là, c'est du gagnant-gagnant, puisque le laboratoire, c'est une espèce de showroom. Les étudiants viennent de l'éditeur, mais en revanche, là, il n'y a pas de lien d'intérêt, si tu veux, puisqu'il n'y a pas de financement. L'interne est sur place. Mais c'est pas de la gouvernance. La parole, d'abord Hervé. Ça participe au débat général de ces journées, c'est que justement d'avoir une réflexion autour de la convergence entre les problématiques de spécialité qu'on voit avec les autres et le fonctionnement des structures de l'anatomie, ça serait peut-être le moment de clarifier ce que vous voulez, c'est-à-dire de savoir jusqu'où on a le droit. Le droit, je pense, est l'idée qu'il existe, parce qu'on l'avait fait expertiser par deux axes. C'était premièrement, effectivement, le don à un collège, à la trésorerie d'un collège. L'association loi 1901, c'est strictement interdit. Parce que là, vous avez un lien direct avec l'industrie. Le juge dira, vous avez influencé vos étudiants en recevant un don de Medtronic, le lien est évident. Par contre, vous pouvez vous abriter derrière une fondation, elle-même abritée, par exemple, derrière la Fondation de France. Ça, on avait été très très loin dans c'était la FICOT qui s'abritait dans la Fédération de France, Fondation de France, et on avait les juristes de tous les partis et les associations de médecins, de patients qui étaient là aussi, la FLAR, etc., qui avaient dit, nous, alors là, on est complètement d'accord avec ça, parce que c'est pour nous, c'est bien. Alors, au final, donc là, il y a cet axe-là. Et on a fait expertiser aussi dans l'EGO. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'EGO de convoquer les juristes, savoir ce qui existe, hein, les dons de l'industrie aux universités, ça existe. Et là, l'obstacle, il est différent. C'est que quand tu donnes de l'argent à l'université, quelle que soit la voie, tout le travail que tu as fait pour collecter l'argent, tu n'es absolument pas sûr qu'il te revienne sous la forme de 0,55 ETP que tu réclames. Donc, c'est là l'obstacle. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être que cette réflexion aboutisse à une clarification. Et que quand même, quand l'argent arrive par des 12 spécialités bien identifiées qui vont amener de l'argent, je dirais, à la communauté interventionnelle et chirurgicale en santé, que cet argent soit reconnu, enfin, tracé, et qu'il puisse être au service de ces spécialités dans l'informatique. C'est la raison pour laquelle on verra dans les propositions à la fin, peut-être de créer un fonds de forme mutualisée, où les industriels vont être amenés à abonder ce fonds pour l'ensemble des écoles de chirurgie. Et à ce moment-là, là, ça entre finalement dans le droit de faire le don dans ce contexte-là, c'est possible. Et c'est possible également au travers de l'Académie nationale de chirurgie, qui est certes encore une loi 1901, mais reconnue d'utilité publique. Et donc, on a le droit d'avoir des dons et des mécènes. Et donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, l'Académie nationale de chirurgie a les moyens de survivre, hein, si on peut dire, mais limite, en cherchant l'aide d'industriels auprès desquels on ne veut pas se lier outre mesure, et c'est un problème. Mais en même temps, on a quand même réussi à avoir des grands industriels qui nous aident maintenant assez régulièrement, même la fondation, enfin, Reliance, les assurances qui sont là au passage.
qui nous aide avec un don. C'est le congrès des RICF a lieu depuis 4 ans grâce à un don de 30 000 euros par an de Reliance. Et donc, ça, il faut le dire. Donc, tout ça, on a besoin d'argent. Et il faudra bien, d'une certaine manière, renégocier peut-être avec les pouvoirs publics. Peut-être que la loi anti-cadeau, il y a peut-être des bémols à trouver pour harmoniser entre ce qui est logique et ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Mais il y a toujours une zone dans laquelle il y aura une influence marketing des laboratoires, on n'y peut rien. Ce qu'il faudra, c'est anonymiser le moment où ça sert pour les étudiants. Voilà. Alors, pour la formation continue, là, c'est comme ça qu'on récupère finalement ce qu'on a vu d'ailleurs hier avec les quelques sociétés qui sont en train de se lancer privées dans la simulation à Nantes, etc. Ben, pour l'instant, il faut payer les collègues en formation continue, les collègues les chirurgiens installés, etc. Donc, il faut payer. Mais il devrait y avoir peut-être un retour des bénéfices qu'ils font pour qu'ils permettent un accès quasiment gratuit aux jeunes qui n'ont pas encore les moyens de payer ces formations. Oui, Jean-Claude. Très vite, Le dernier, parce qu'il faut avancer. c'est bien, mais très vite, Il faut avancer le débat. Il y a un gros débat, je veux dire, c'est bon parce qu'ils n'effleurent absolument pas, alors que les Japonais, les Indiens, etc., sont en train de le régler. Et celui de ce monopole, avec un investissement énorme, je veux dire, dans cette robotique sur un seul appareil qui monopolise et qui a monopolisé en rachetant d'autres sociétés qui se développaient et qui ne permettent pas aux autres de le faire, cet argent qui est investi ne va pas du tout je veux dire, au produit intérieur brut, et deuxièmement, nous le payons, parce que finalement, nous achetons des robots. Donc, il y a un problème un peu particulier. Je veux dire, les Japonais, les Indiens actuellement ont créé leurs robots et leur offrent un marché. Je veux dire, c'est ce qui se passe. C'est parce qu'ils ne mettent pas, les Japonais ne mettent pas leurs robots sur le marché national, mais dans leurs hôpitaux, je veux dire, Hitachi, etc., le robot est pris chez eux. Et à la fois, ils ont des robots qui sont aussi modernes et compétents qu'intuitifs. Deuxièmement, il y a un marché. Troisièmement, ça rentre véritablement dans le produit intérieur brut. Voilà, je m'arrête là-dessus. Bon, merci. Encore une remarque d'Hubert, et après on donne la parole à Fabrice. Dire un mot, puisqu'on est dans l'argent. Quelqu'un, je crois que c'est un Bosch qui a dit tout à l'heure, l'organisme de gestion des risques financiers. Alors moi, je suis dans une spécialité où on a un CNP qui est très court. On a, je suis des savants, on a surtout un organisme d'accréditation qui gère l'accréditation des BPC très riche. Or, pourquoi nous donnons de l'argent pour l'accréditation et pour la BPC? C'est pour la formation. Alors, on va différencier formation continue et formation initiale. Ceci dit, ça reste de la formation. Et ce n'est pas du tout scandaleux que les gens installés qui ont beaucoup gagné à leur vie puissent un peu donner d'argent aux jeunes qui vont leur succéder et les former. Je trouve qu'on devrait avoir une réflexion de ce point de vue, parce que l'argent, on voit bien que pour former, qu'il en faut pour former. Et il y aura peut-être des réflexions sur ce point. Et d'ailleurs, l'organisme en question a financé le collège 4 ans avant la réforme, pour que le collège mette en place la plateforme d'enseignement. C'est dit ensuite, c'est l'interaction politique qui est faite. Olivier, merci. Olivier, merci. Fabrice va nous donner la solution. Fabrice, pas. C'est lui qui a la clé du système. Dans mes très mauvaises relations, j'avais un ami médecin conseil à la CNAM qui me disait que la collectivité n'a pas lieu. Non, mais j'ai pas besoin du son, je suis là, je suis réel. Allô? Donc, j'essaie de me couvrir. Un médecin conseil du contentieux de la CNAM disait que ce n'est pas à la collectivité de financer le budget PIB des fabricants de mais de médicaments. Et donc, il faudrait sortir ce budget éventuellement les fabricants peuvent prêter pour que ce soit une formation de l'image du budget public.
Il n'empêche qu'ils ont une politique marketing et que tu n'y peux rien, et qu'on sera tout de suite accusé de dire ben, il y a un conflit d'intérêt, ils font ça parce qu'ils vont gagner de l'argent sur le Passation fonds désactivé. et ça veut dire que le débat n'est pas clos. Ça veut dire qu'il faut véritablement reprendre ce dossier, ce financement, avec la conférence des doyens, parce que Benoît Weber, dans son introduction, il a dit attention, le conflit d'intérêt, en particulier pour financer la situation. Donc, ça veut dire que la conférence des doyens est bien attentive à ne pas marcher dans ce problématique. La loi en vélo, c'est la loi. Donc, il faut cliquer oui, cliquez dessus. Stop. Et là, vous mettez est-ce que la techno... ici, format audio. Lecture. Démarrer. Il n'y a pas de démarrer. Lire sur toutes les activités. Voilà, c'est désactivé, sinon vous coupez le volume. Oui. Voilà. Merci. Très bien sûr.